Merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. C'est un plaisir encore de vous retrouver dans l'invité spécial qui reçoit aujourd'hui Arnold Kalamb, écrivain, auteur du livre Les aventures de Victor, qui nous reçoit depuis Ankara, en Turquie. Monsieur Kalamb, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et merci aussi à Monsieur Adama de cette faveur qu'il m'a accordée pour participer dans votre émission. Merci beaucoup en tout cas. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre ouvrage paru aux éditions J'ai d'encre. Donc, depuis votre enfance, vous vous intéressez aux faits historiques et aux relations humaines. C'est grâce à l'écriture que vous avez réussi à lier ces deux intérêts. Encouragé par vos proches, vous proposez aujourd'hui votre premier roman. Alors, comme je le disais tantôt, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les aventures de Victor, paru aux éditions J'ai d'encre. Pourriez-vous nous faire un résumé de votre ouvrage? Oui, merci pour la parole. L'ouvrage en question, il est conçu dans un sens un peu pédagogique, dans un sens aussi de faire comprendre aussi un message important qui est dans ce livre, qui est cette naturalité, cette façon de grandir. Donc, donc l'image de la jeunesse africaine, c'est posé par Victor. Et j'ai pu essayer de décrire tous les détails concernant l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est quelque chose de très important dans le sens que je voulais à tout prix partager ça et pour faire comprendre aussi que nous avons aussi des valeurs très importantes à garder, à conserver. Et ces valeurs-là qui nous permettent davantage à avancer et à être davantage plus performants dans notre société et dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est ça vraiment le résumé du livre. Et j'ai parlé de la famille, de l'éducation. Donc, j'ai insisté aussi sur les valeurs aussi morales africaines que nous avons encore et ce qui fait notre force et notre fierté. Donc, entre un père qui court les femmes, une mère qui peine à subvenir aux besoins de leur famille nombreuse, Victor n'a pas une enfance facile, mais le garçon est doué pour les études et dès l'adolescence, il se démène pour soutenir sa mère. Puis vient l'âge adulte, l'université chinoise, la maladie, les problèmes d'argent et les brimades. Malgré tout, jamais Victor ne renonce, il continue à se battre, bien décidé à réussir sa vie. Dans votre livre, vous parlez de la jeunesse africaine en quête de réussite symbolisée par Victor. Pourquoi ce choix? Oui, effectivement, ces choix, c'est lié à plusieurs paramètres, à plusieurs réalités aussi. Je parle aussi à beaucoup de jeunes et j'essaie de voir, de résumer toutes leurs doléances et j'ai compris que c'était très important et nécessaire de parler de ça. Et de parler de sujets-là et en principe symboliser ça sous forme d'un personnage qui est Victor. Donc, montrer vraiment cette vraie réalité des difficultés des jeunesses africaines qui sont un peu abandonnées, s'ils sont presque seuls quoi, au niveau de la diaspora. Jeunesse africaine qui se sent un peu seule, abandonnée, abandonnée par qui? Oui, abandonné, moment concernant, je pense que d'abord le pays d'origine. Le pays d'origine aussi comme j'ai l'impression comme s'ils sont tendance comme si les jeunes ils arrivent là-bas, ils peuvent faire tout seuls. Il n'y a pas des autorités, des ambassades qui peuvent vous soutenir dans ce sens-là. Oh non, nous sommes seuls, nous sommes abandonnés. Donc c'est aussi cette façon aussi c'est cette remords qui est en eux et ce qui fait que ça donne aussi cette réaction aussi très virulente par rapport à la situation actuelle que nous vivons actuellement au niveau de l'Afrique. Donc c'est ça Alors, dont j'essaie vous de mettez mettre en en lumière. évidence le niveau de résilience de la diaspora. Quel est le message central que vous souhaitez véhiculer à travers votre récit? Oui, le message central, c'est d'abord la diaspora, c'est la sève élaborée du continent. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Dernièrement, j'ai vu le rapport de la Banque africaine de développement. Ils se sont rendus compte que Western Union, ils envoient dans la diaspora, envoyaient une grande partie des milliards qui descendent en Afrique. Et ce point-là, je me suis rendu compte que la diaspora, c'est vraiment une sève élaborée dans le sens que tout ce qu'ils apprennent là-bas et tout ce qu'ils acquièrent comme expérience
Et c'est très important, cette expérience-là, de ramener votre continent et d'essayer de collaborer vraiment de manière franche et sincère avec d'autres jeunes, d'autres jeunes qui sont au niveau du continent et aussi certains aînés aussi au niveau du continent. C'est ça. Alors, vous voyez, la diaspora, un apport assez important au sein du continent au point de contribuer au développement du continent. Oui, effectivement, effectivement. La diaspora, je pense que la majorité des pays qui sont plus développés, c'est plus leur diaspora. On prend l'exemple de l'Inde. L'Inde, les Indiens, la majorité des gens qui ont plus des bons, qui consomment, par exemple, la ville de Bombay. La majorité, ce sont plus des gens qui sont plus en Londres. Vous voyez, c'est vraiment leur diaspora qui pèse beaucoup. Et c'est fait que leur gouvernement fait l'effort, essaie un peu d'ajuster, de mettre des taxes un peu plus bas pour que les gens puissent investir davantage au niveau de l'Inde. L'Inde, maintenant, ils montent en flèche face à cause de leur diaspora. Même la Chine aussi, la diaspora chinoise aussi, actuellement, c'est la chinoise qui est le plus fort de plus en plus dans le monde. On voit la ville de Paris, ils prennent presque les beaux quartiers sont les Chinois qui gèrent ça, mais très discrètement. Donc, on voit que la diaspora africaine aussi doit se saisir de cet exemple pour essayer d'apporter nécessairement un plus dans le continent. Ouais, c'est vrai que ce que vous dites n'est pas du tout faux parce qu'il y a même un papier sur Financial Afrique où on a parlé de l'apport de la diaspora en 2022 qui a atteint les 100 milliards de dollars en 2022, soit le cinquième du volume du transfert de la diaspora mondiale. Et donc, des données qui ont été communiquées en marge du colloque Diaspora et développement des territoires, opportunités croisées tenu le 28 avril 2023 à Paris. Alors, revenons à votre ouvrage. En prônant le niveau de résilience de la diaspora, n'est-ce pas là une manière de faire l'apologie de l'immigration, surtout qu'on sait que la jeunesse africaine est gangrénée par l'immigration clandestine? Oui, c'est pas question de faire l'apologie de l'immigration. Le problème de l'immigration, je pense qu'il y a un problème de fond. Le problème il commence d'abord au niveau de la racine. Dont les États africains gèrent d'abord leur peuple, et aussi la manière aussi l'Occident essaie de se gérer de manière très discrètement dans les États africains, ce qui crée cette désillusion et ce qui crée aussi ce désespoir. Je pense que si nos États géraient très bien leur pays, avec toutes les ressources que nous avons, les ressources minières, les ressources humaines aussi, et aussi même les ressources aussi, même des capitaux, on se rend compte que la majorité des capitaux qui sont en Afrique, ça va vers du côté Europe. Ouais, c'est quelque chose on peut voir comment est-ce qu'on peut voir. Bon, les gouvernements et les chefs d'État peuvent voir comment est-ce qu'ils peuvent canaliser ça. Parce qu'on se rend compte que la majorité des gros capitaux qui sont en Afrique, mais qui vont plus au niveau de l'Europe et qui sont dans leurs banques européennes. Donc, c'est aussi, ça fait triste, mais ça fait un peu bizarre. Monsieur Kalam, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les aventures de Victor, où vous mettez en évidence le niveau de résilience de la diaspora face aux différentes difficultés auxquelles elles sont confrontées dans ces différents pays où ils décident d'émigrer. Alors, pour finir avec vous, avec votre expérience, quelles sont selon vous les difficultés que la diaspora rencontre dans les pays où ils immigrent? Oui, les difficultés d'abord, c'est d'abord l'administration. Donc, l'administration européenne, bon, c'est vrai que ils ont leur propre loi, c'est vrai, mais ils sont quand même un peu lourds côté des diasporas africaines. Je pense que c'est une juste question de coopération. Donc, il n'y a pas tellement une bonne coopération de manière gagnant-gagnant dans les pays africains et aussi les pays européens. Et aussi notre souci aussi là-bas que les Africains rencontrent souvent, c'est manque de dialogue avec les ambassadeurs. Donc, c'est comme s'il y a une classe qui essaie un peu de les frustrer pour qu'ils puissent peut-être parler et puis trouver des solutions facilement avec les autorités qui sont sur place là-bas dans des pays, par exemple les ambassades des pays européens, les ambassades africaines bien sûr. C'est ça aussi. Et aussi, le troisième point aussi, question de communication. Donc, il n'y a pas une très bonne communication aussi. D'abord, dans le milieu, d'abord, c'est vrai la langue, l'édifice, c'est vrai, mais les Africains sont très forts. C'est pour ça que j'ai dit que
la diaspora, c'est une sève là-bas parce que les Africains, ils s'adaptent très facilement. Ils sont très bons. Dans les universités, je reçois beaucoup de rapports. Donc, c'est en plus les Africains qui font beaucoup de très bonnes notes au niveau de l'université. N'importe quelle université européenne, les Africains font des très bonnes notes, que ce soit Cambridge, les universités, même les prestigieuses universités, les Africains font des très bonnes notes, en tout cas. Et à partir de là, on peut voir comment est-ce qu'on peut le canaliser de manière très positive. Donc, c'est juste ça, c'est ce qui manque peut-être à nous, à nos dirigeants, bien sûr. Alors, vous prenez le niveau de résilience de la diaspora, mais l'Africain, l'homme noir est toujours vu comme le paresseux, celui qui fournit peu d'efforts. Alors, est-ce que c'est pas paradoxal à ce que vous nous récitez dans votre ouvrage? Non, non, ça, c'est pas paradoxal en question. Donc, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'informations que les grands médias nous cachent en principe. Ils sont conscients de nous, ils sont très conscients. Ils sont conscients que les Africains sont très forts, ils sont très dévoués, ils sont très déterminants, ils sont des bosseurs. Ils sont des bosseurs. Ils sont des bosseurs. Dernièrement, j'ai vu en France, avec les cas d'immigration, ils voulaient restreindre les documents pour les étrangers. Ils sont 25 qui sont tous africains, qui sont vraiment dans les manœuvres. Et il y a des gens qui sont ils ont dit ne faites pas. Alors le gouvernement a reculé. Et ils ont compris que c'est la diaspora africaine qui tient en principe la France en question. Donc même l'Europe en quelque chose, c'est ça. Donc il y a des choses que les médias nous cachent des fois, et ils ne veulent pas que les gens puissent vraiment voir ça à l'œil. Ils sont conscients, ils savent que les Africains, ils ont une part très importante à porter dans leur pays. Alors, donc, outre l'ouvrage, vous avez également un projet de construction d'un hôpital. Pourriez-vous un peu nous parler brièvement de ce projet? Oui, effectivement, le projet de l'hôpital est venu dans un sens que j'ai pu beaucoup observer. On se rend compte qu'en Afrique, on a très peu d'hôpitaux qui peuvent soigner des cas difficiles de la population. Et c'est très grave. Les continents comme l'Afrique, dans plus de 54 pays, on a moins des hôpitaux de qualité. Et c'est très dangereux. Et là, ce que je reviens aussi à ce que je vais dire, c'est que c'est dans les fuites des capitaux. C'est-à-dire que dans la majorité des hôpitaux qui sont construits en Europe ici, c'est eux qui prennent plus le marché des marchés des malades africains. Et c'est très dangereux. Exemple simple, même les médecins, exemple, le Nigeria. On prend exemple le Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays puissance. Côté population aussi, ils sont de 219 millions d'habitants. Donc, si on prend le Nigeria, juste le pays Nigeria, juste au niveau de l'Angleterre, le Nigeria a plus de 9500 médecins qui soignent là-bas. Les médecins nigérians. Je pense pas seulement des médecins, non, je parle de médecins, seuls médecins du Nigeria. Et ce qui fait qu'en Afrique, on a un désert de médecins. Donc l'hôpital sera construit dans un sens là pour essayer un peu de rapatrier certaines très bonnes têtes au niveau de l'Occident. Donc, ça sera construit dans un espace de 9600 mètres carrés au niveau de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Parce que c'est la deuxième grande ville, dans la deuxième grande ville de côté population, après Lagos. Donc, vous voyez que c'est un plan bien réfléchi. Et dans le sens là que nous allons construire là-bas. Donc, l'architecte en question qui va faire ce travail-là, donc, c'est une dame qui s'appelle Françoise Akinacho. C'est elle qui va essayer de faire aussi le plan, tout ça pour l'hôpital. Et tout ça dans le sens de valoriser nos cerveaux africains. Parce que nous avons des très bons cerveaux, des très bonnes personnes qui peuvent faire de bons travail au lieu de donner le marché aux Indiens, aux Chinois. On peut facilement faire confiance à nos propres frères, aussi donner le marché, puis faire aussi des très bons bâtiments. Donc, le coût total. Le choix porté sur la ville de Kinshasa n'est pas fortuit parce que vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, je suis originaire de République du Congo, oui, c'est vrai. Mais côté stratégique aussi, c'est aussi important parce que c'est une ville qui est une plaque tournante aussi, qui est très. Donc, la population est presque de 17 millions. Un peu, donc c'est une grande métropole.
Et aussi, c'est aussi la capitale aussi de beaucoup de gens. C'est une ville qui attire beaucoup de gens à la fois. Donc, c'est un plan très bien réfléchi dans le sens-là. Donc, le coût mental total sera entre de 2 800 000 euros dans le coût total, dans selon l'architecte qui m'a donné les données, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on puisse donner une image très forte de l'Afrique aussi, que c'est une solution qu'on puisse trouver un peu seul. Qu'on dépense beaucoup d'argent au niveau de l'Europe, tout ça, de billets, de visa, de dormir, l'hôpital, voir un peu tout ce coup-là, ce sont des pays-là qui bénéficient plus que les pays africains. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé en tout cas. Et vous souhaitez également, à travers les recettes générées dans la vente de votre livre, les injecter dans ce projet de construction de l'hôpital dont vous venez de parler. Oui, oui, effectivement, c'est ça même l'objectif principal de la question. Parce que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on peut aller frapper par des ONG, c'est vrai, mais quand nous avons quelque chose de départ très consistant, et on peut avancer seul. Eux peuvent venir peut-être après pour apporter peut-être une petite pierre, mais la porte est ouverte à tout le monde, bien sûr. Mais je préfère d'abord à travers la recette de ces livres pour qu'on puisse davantage les canaliser vers la construction de l'hôpital, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kalam, d'avoir été l'invité spécial d'aujourd'hui sur Financial Afrique. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les aventures de Victor, paru aux éditions G. d'encre. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir compté parmi nous aujourd'hui et nous vous remercions et vous souhaitons une très bonne continuation au niveau d'Ankara. Merci beaucoup et merci beaucoup à toute l'équipe aussi. Un sincère merci à M. Adama, qui n'a pas hésité, tout pris, il n'a pas hésité, il a vu, il a compris rapidement. Un sincère merci. On a besoin de gens comme ça beaucoup pour que l'Afrique puisse avoir une autre image quand même très positive. Et surtout, bonne chance pour votre projet de construction d'hôpital. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'est tout pour invité spécial d'aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.